oui, oui, c'est un self-envie, oui, oui, oui. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, en Belgique, au Luxembourg et sur les réseaux sociaux. Excuse-moi, Arnaud, tu me fais rire. Pardon. Tu ne savais pas que tu étais regardé par le monde entier. Tous à côté. Tout ça, mon oui. Alors, Arnaud, je commence avec toi, puisque c'est toi qui as interrompu ma présentation pour me faire rire. Arnaud, je t'accueille sur le soleil de Zouk TV. Merci d'être là. Merci, Ampile. Et donc, Arnaud, toi, tu viens nous parler de quoi? Pourquoi es-tu là? Que fais-tu? Où vas-tu? Qui sont venus faire après-midi? De quoi et de qui? Et de quoi et de qui? Ouais. De Kezia et de l'affaire Kezia, en fait, qui doit passer au tribunal lundi. Lundi. Donc je suis là pour ça. En fait, je suis là pour expliquer un petit peu pour... Tu fais partie du comité de soutien. Tout à Tu as ce fait. titre-là. Comité du 13 janvier 2020, oui. Ah oui? J'ai à ce titre, oui. D'accord. Et le scoop, c'est que tu as été le professeur de Kezia en 5e. Scoop, je sais pas, mais oui, je me suis rendu compte de ça quand j'ai vu Kezia. J'ai une mémoire photographique de mes élèves et j'ai tout de suite reconnu Kezia. J'ai vu sa petite tête d'enfant de 5e qui était très, très motivée par les SVT, qui était très critique, qui apportait toujours des connaissances locales. Alors qu'on a tellement d'enfants qui ne savent pas ce que c'est un igname. Oui. Donc, j'en mets attigé dans mes salles, il l'a tout de suite reconnu. Donc voilà, un élève comme ça, pour moi, ça mérite d'être défendu. Très bien, merci monsieur le professeur en ces temps de Covid où ils sont prêts à masquer nos enfants de 6 ans. Alors, à tes côtés, Kelly, merci Kelly d'être là. Je t'accueille aussi sous le soleil de Zouk TV. Merci à vous de nous accueillir. Merci. Alors Kelly, toi tu es la tante de Kezia. La tante de Kezia, donc tu fais partie aussi du comité. Oui, moi qui fait partie du comité du 13 janvier. Professeur langue des signes, cursus Montessori. Langue des signes. Ouais. Super. Alors comment on dit bonjour aux téléspectateurs qui Bonjour. Comment? Bonjour. 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 Alors, vas-y. Donc, et toi, tu fais partie du comité? Je fais partie du comité du 13 janvier. Donc, moi, je viens ici pour parler de Kezia et à faire ta. D'accord. Eh ben, merci. On continue. Alors, Monsieur Marcelin Nadeau, le maire du Prêcheur, qu'on ne présente plus. Bonjour, je t'accueille aussi sous le soleil de Zouk TV. Liliane. Merci d'être là. Il fait chaud. Il fait chaud, tu as vu comme il fait chaud, il fait beau. Même s'il pleut dehors, la neige, la grêle, ici il fait toujours beau. Lorsqu'on est à Zouk TV. Voilà. Alors, merci d'être là, Marcelin. Donc, toi, tu viens nous parler du fameux arrêté. C'est pas fameux, c'est un arrêté. C'est un fameux parce qu'il paraît que tu es le seul à l'avoir pris. Oui, en Martinique. En Martinique. Bien sûr, pour l'instant. J'espère qu'on fera des émules. Enfin, pour l'instant, c'est le seul et qui est en fait attaqué par le préfet, qui a été annulé par le tribunal administratif de Martinique. Ah, il a été annulé? Oui, bien sûr. D'accord. Mais on ira en appel et puis, bon, j'expliquerai comment on va remettre un petit peu... remettre la dynamique, relancer les choses de manière à mener un combat qui mérite d'être mené dans ce pays qui est tellement beau, tellement magnifique, et qui regorge de cette biodiversité. Non, il ne faut pas dire qu'il est le plus pollué, mais il y a des pratiques qu'il faudrait peut-être changer pour que nous soyons vraiment dans la logique, comme diraient les Sud-Américains, du bien vivre, c'est-à-dire de bien vivre, en tout cas du bien vivre ensemble. Bon, tu sauras dire ça en langue des signes, bien vivre. Alors, Billy Toum, je t'accueille aussi sous le soleil de Zouk TV. Merci d'être là. Bonsoir, tu es là. Je suis la tante aussi de Kezia. Pareil, je viens aussi pour défendre l'affaire de Kezia qui se déroulera lundi. Je fais partie du comité du 13 janvier et tu appelles tous les spectateurs à vous rejoindre. C'est un peu ça le but de cette émission pour lundi. Le 9 novembre à 9h devant le palais de justice. Ou à 8h à la maison des syndicats. Pour ceux qui connaissent la maison des syndicats. Voilà. Bien. Alors, moi, je vais dire bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent partout dans le monde. Tu t'es surpris tout à l'heure parce qu'on nous suit en Afrique, on nous suit aux États-Unis, on nous suit en Haïti, tout partout. Donc, et puis, je vais dire un bonjour spécial à Rodrigue et à Huguette. Je ne suis pas certaine du prénom que j'ai rencontré le 2 au cimetière et qui m'ont dit qu'ils regardaient ces émissions et particulièrement C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. C'est pas comme ça qu'a fait parce que c'est pas évident, comme vous le faites aujourd'hui, de venir défendre Kezia, de venir ici à la télé dire pourquoi. Et pour le maire, Monsieur Nadeau, c'est pas évident non plus de prendre un arrêté parce que même si c'est à nous, il est compliqué. Alors je voudrais quand même
dire qu'il y a un certain lien quand même entre l'affaire de Kezia et un arrêt antipesticide, parce qu'on sait que Kezia effectivement est un militant anti-chlordécone. Bien sûr. Et moi je suis solidaire effectivement de Kezia et je soutiens complètement sa cause et je suis vraiment solidaire du comité 13 janvier. D'accord, merci. Alors, je vais remercier mes sponsors. Je vais remercier Lissac pour mes lunettes, au 66 de la rue Victor Hugo. Vous me faites trop rire, je ris facilement, donc c'est embêtant. Et puis, attention les yeux, je vais remercier Stéphanie Solis pour le maquillage. Même si ni Covid, nous avons fait Noël, Carnaval, toute bagaille, donc elle a déjà mis des paillettes pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que je peux remercier mes sponsors? Vas-y. Mais je n'en Tous ai tes pas. électeurs. Vas-y, alors, c'est fini, merci. Vas-y. Non, mais alors, à toi, donc, Marcel Nado, c'est arrêté. Raconte-nous la genèse. Préciser un petit peu, puisque on entre déjà dans une phase de polémique. On a bien compris que les logiques les lobbies sont, ils mettent en œuvre leur machine, à essayer de discréditer. C'est-à-dire discréditer cet acte qui est à la fois politique, mais qui a une dimension aussi, je veux dire, sociale, économique, de santé. Mais qui veut discréditer déjà? Bien sûr, il y a bien eu un communiqué ou une motion du conseil d'administration de la Chambre d'agriculture qui a laissé penser que ça s'était fait sans concertation. Je dis que non, c'est pas vrai du tout, puisque nous avons de toute les façons, pour habitude aux prêcheurs, d'être dans une démarche de démocratie participative. C'est-à-dire, rien ne se fait sans que la population soit associée. Et quand ça concerne un secteur, des acteurs, les acteurs sont évidemment associés. Donc je veux dire que il faut plusieurs choses. D'une part, ça s'est fait en concertation avec les agriculteurs, qui ont été invités 2 fois à une réunion. Il y en a eu une en novembre 2019 et l'autre en février 2020. Et qu'à la suite de cette réunion, où les agriculteurs ont projeté un film sur des logiques non sans pesticides en Inde, par exemple. Et nous avons une discussion très intéressante, très fructueuse. Et ils ont même compris, dans une certaine mesure, parce qu'il ne s'agit pas d'agir contre les agriculteurs. Bien au contraire, il s'agit d'agir déjà pour la santé des agriculteurs. Parce que et la santé des consommateurs. Non, mais bien sûr, mais les premiers empoisonnés, c'est déjà les agriculteurs. Donc on n'agit pas contre eux, on agit pour eux, bien au contraire. Et évidemment, après, sont empoisonnés les gens qui habitent autour. Et je reviendrai sur l'environnement des zones justement pour lesquelles on a pris les arrêtés. Sont empoisonnés, l'arrêté du moins, sont empoisonnés effectivement les consommateurs, ceux qui mangent et qui consomment les produits, et puis sont empoisonnés également, je veux dire, tous les êtres vivants. Il faut penser aussi en termes de biodiversité et l'écosystème qui est malmené par rapport à ce type de pratique. Et puis en plus, tous les descendants, puisqu'on sait que les pesticides traversent la barrière du placenta et que les enfants à naître sont impactés. Tout à fait. Donc je crois que c'était quand même une action fondamentale, mais ça n'est pas un arrêté. Alors, des gens évoquent le fait que nous soyons en période plus ou moins préélectorale. Je veux dire, et je veux dire à certaines personnes, des politiques d'ailleurs, qui se sont élevés effectivement contre cet arrêté, je veux leur dire qu'il ne faut pas que nous soyons effectivement le reflet de ce qu'ils sont. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés essentiellement par les élections. Moi, ce n'est pas du tout mon credo. Et je veux dire que je suis avant tout un militant politique élu ou un élu militant politique. Et que cet arrêté en question, il a été pris en février 2020, donc avant plutôt les municipales. Oui. Et que si l'affaire arrive comme ça, fait irruption au niveau des médias, eh bien c'est parce qu'il y a eu un délai Covid et que l'État, le préfet, a décidé d'attaquer cet arrêté à ce moment-là. Mais c'est pas nous qui avons fait ça. Nous n'avons pas été, comme on dirait, maîtres du calendrier. C'est l'État qui l'était. Donc ça n'a rien à voir avec les histoires d'élections. Ce que je voudrais dire aux Martiniquaises et aux Martiniquais, c'est que les choses sont sérieuses. Est-ce qu'on va accepter que, effectivement, des pratiques culturelles menacent nos vies et menacent notre environnement naturel? C'est la question de fond qui est posée. Et à cela, nous disons aux prêcheurs non. Mais ça n'est pas un acte isolé. Il faut savoir qu'aux prêcheurs, et je le dis d'ailleurs à ceux qui critiquent notre démarche, qu'on n'est pas du tout dans un coup.
on ne fait pas de coût. On est dans une démarche de construction d'un projet de territoire zéro pesticide. Ça veut dire quoi? Le prêcheur aujourd'hui... Comme l'ont fait d'autres territoires. Alors oui, mais pas en Martinique. Pas en Martinique. Mais je reviendrai dessus aussi. Le prêcheur n'est pas la seule commune où le maire a pris un arrêté, disons, anti-pesticide pour aller vite, mais c'est également, et je le regrette, je le déplore, c'est la seule commune où nous avons un projet alimentaire territorial. Ça veut dire, et c'est en plus un projet à travers lequel on est accompagné par l'État. Donc, un projet alimentaire territorial, alors, je vais l'expliquer. C'est-à-dire que c'est un projet de territoire à partir duquel, sur la base duquel on va faire un diagnostic, c'est-à-dire on va dire, mais qui ça nous a mangé, qui ça nous a massé, qui ça nous a planté, et qui côté ça nous a planté qu'à aller. Eh bien là, nous faisons ça, nous, comme prêcheurs. Donc c'est une étude de Timoun, presque comme une étude Timoun, où on va... C'est un diagnostic. C'est-à-dire on fait une sorte d'état des lieux de l'agriculture aux prêcheurs. Aujourd'hui, on dit que l'agriculture doit contenir un certain nombre de pesticides, ce qui est aberrant. Non, mais attendez. Mais alors, pesticides, on parle bien des pesticides de synthèse, c'est des pesticides chimiques. Oui. Parce que pesticides, c'est bien quoi tuer les insectes, c'est de un pesticide. Non, d'organochloré. Non, il y a plusieurs aspects. Il y a le glyphosate, il y a les néonicotinoïdes, il y a... Bon, on ne va pas rentrer dans des trucs trop techniques. Ce que je veux dire aujourd'hui, il y a des produits chimiques qui sont des intrants, qui sont utilisés dans l'agriculture. Bien sûr, on peut comprendre. D'ailleurs, une agriculture du prêcheur qui faisait très modestement, mais je suis complètement d'accord avec vous. Sauf que moi, je faisais l'agriculture comme me l'avait appris. Ah, d'accord. Raisonner. Enfin, attention, on va revenir sur ces notions. Comme me l'avait appris mon papa, mon grand-père et tout ça. Et puis un jour, il y a des techniciens qui m'ont dit, maintenant, c'est mettez tant de produits et pour que la manière. Et ça fait des miracles. Et il y a quoi? C'est un modèle agricole, c'est un modèle économique qui a pu se développer. Mais aujourd'hui, ce modèle économique-là, il arrive à être contre-productif. Dans le Nord Caraïbe, on produit beaucoup de maraîchers, de produits maraîchers. On produit beaucoup de tomates. Tous les agriculteurs savent une chose, c'est qu'à force de planter que les mêmes choses, parce que vous avez les monocultures d'exportation, que sont la banane, la canne, destinées à l'exportation, mais vous avez aussi des monocultures, comme la tomate, qui sont destinées au marché intérieur. Mais à force de planter les mêmes plantes, à force de tourner le dos à des techniques, justement, que l'on connaît traditionnellement, à force d'utiliser un certain nombre de produits, il arrive quand même que ces produits n'arrivent pas à produire les effets qu'ils produisaient avant. Ce qui fait qu'on se retrouve au niveau de la tomate, je crois, avec 2 virus. Et ça a eu des conséquences sur la production. Lorsque, au niveau de la Chambre d'agriculture, on nous explique que oui, sans ça, on ne peut rien faire, ce sera la ruine des agriculteurs. On sait bien que c'est pas vrai. Parce que les mêmes personnes qui nous racontent ça aujourd'hui, je rappelle quand même, alors je ne remonte même pas jusqu'à la question du chlordécone, on pourrait y revenir, mais ce sont les mêmes qui, au moment du débat sur l'épandage aérien, ça a été dit nous. Ils étaient dit nous, maintenant, si aurait été l'épandage aérien, nous morts. C'est mort, c'est quelque chômage. Aujourd'hui, non, il n'en a rien été. Les Martiniquais peuvent le constater. Donc à chaque fois, mais pourquoi? Il faut bien comprendre les choses. La question de fond, c'est pourquoi on ne veut pas que les maires prennent l'idée. Parce qu'effectivement, c'est surtout ça. Il y a un système qui s'appelle, il y a la police, le maire a une compétence de police générale. Mais on dit que sur ces questions de pesticides, etc., ça n'est pas de la police générale, mais c'est de la police spéciale. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit décidé au niveau de l'État. Et tout cela découle en fait d'une directive européenne. Mais qui ça va être incarcéré? Vous comprenez bien. On ne veut pas que ces petits maires mêlent des affaires qui sont trop importantes. Parce que ça concerne des lobbies. Un maire, il subit plus les pressions de ses administrés, contribuables électeurs que les pressions des lobbies. Donc, pour eux, il est dangereux que les maires se mêlent de ça. Mais quand c'est géré par des ministres, etc., eh bien oui, les lobbies peuvent opérer, etc. Comme ils l'ont fait. Et le débat de fond, c'est ça. C'est-à-dire que je ne pense pas que les gens qui ont pris la motion en question, c'est pas le petit agriculteur du prêcheur qui défendent, pas du tout. Ils défendent le système de l'agrochimie, de l'agro-business, au profit de tous ceux, notamment, qui produisent et importent ou exportent des intrants. Donc je pense que c'est ça le débat de fond. Et je suis un militant politique, je l'ai dit. Et en tant que maire, je n'oublie pas mes convictions politiques. Je me dis, qu'est-ce qui compte dans la vie? Est-ce que c'est faire l'argent sans garder ça nous qu'a fait, ça qu'a fait? Ou bien est-ce que c'est avant tout, bon, on a le droit de faire de l'argent, je n'ai rien contre, au contraire, il faut produire des richesses dans la société. Mais en même temps, on ne va pas le faire au détriment de la santé déjà des gens qui sont, je le dis encore, les agriculteurs sont les premières victimes de ce type de pratiques agricoles. Donc c'est tout le sens de notre démarche, c'est une démarche volontaire qui n'a rien à voir avec les élections, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui nous sommes déterminés et nous nous inscrivons d'ailleurs dans une dynamique. Bon, c'est vrai j'ai adhéré à l'association qui s'appelle Collectif des maires antipesticides,
qui est une association de tous les maires. Il y en a 120 pour l'instant, je vais dire du système étatique français. 120 sur combien de maires en France? Ah non, il y a beaucoup de communes, il y a de petites communes, donc c'est pas le plus beau, mais il y a de grosses villes, il y a Gennevilliers, il y a un certain nombre de communes qui... Le maire de Sceaux, il a pris cet arrêté Le maire aussi. de Sceaux, le maire de Gennevilliers, c'est une association qui est présidée par le maire d'une commune, enfin l'ancien maire, le maire honoraire d'une commune d'Ille-et-Vilaine, qui s'appelle Langouette, monsieur Daniel Cueff, avec qui j'ai pu un peu échanger et discuter. Et c'est dire que nous allons mener d'autres actions. Alors, hormis les actions qu'on va mener ici en Martinique, jusqu'à la cour d'appel, la cour administrative d'appel, et bien aussi une action qui sera menée au niveau du Conseil d'État, reliée. Alors, notre avocat ici, c'est Maître France Lebon, et notre action au niveau du système étatique français sera relayée par Madame Corinne Lepage, qui est avocate également, et qui était ministre de l'écologie. Et je crois qu'elle a dit très clairement, et c'est ce matin sur une radio, le maire de Gennevilliers disait « Comment vous expliquez que ces produits-là ne sont pas dangereux ?» Et on demande aux agriculteurs, lorsqu'ils ont fait de l'épandage de ces produits-là, d'éviter d'aller dans leur champ. Tout de suite. Tout de suite, il faut attendre 48 heures. 48 heures. Ouais. Alors s'il faut attendre 48 heures, vous C'est savez, bien qu'il y a on a un parlé bagage. de vent tout à l'heure, etc., de la direction des vents, ce que ça peut produire chez vous parce que le vent ne connaît pas les limites du champ. Bien sûr. Ça veut dire que quand il commence à souffler, Et ni la pluie, ni les molécules pluie. atterrissent n'importe où. Ni- Non, Bien il y a des voies autour, hein. Il y a de la circulation Il y a de la quelquefois. Ouais. Tu passes là, tu prends une bouffée. Moi, ça m'arrive souvent. Ça t'arrive souvent. Oui, mais sur la route du François, ça m'est arrivé aussi. Hein. Ouais, Donc c'est tout cela. Et bien en même temps, nous disons que nous sommes dans une démarche globale de projet alimentaire territorial. On a prévu de former nos agriculteurs. On a commencé, ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait quand même un cycle de formation qui avait été commencé dès qu'on avait démarré, qu'on a débuté avec la Chambre d'agriculture elle-même. Oui. Notamment, une trentaine d'agriculteurs ont été formés aux techniques que l'on substitue aux herbicides, par exemple, et on comptait le faire pour les pesticides. On forme nos agriculteurs. D'autre part, on envisage de mettre en place des structures, de mettre en place des circuits courts, s'agissant des débouchés, et on envisage même, il y a un effet intéressant, il y a des labels d'ailleurs possibles qu'on pourrait solliciter, et on envisage même de créer une structure qui serait à même de faire, par exemple, à travers, par exemple, le fameux CICE, d'avoir justement peut-être voir fiscalement comment on pourrait créer une structure qui pourrait embaucher plus de Préchotins, plus de Martiniquaises et de Martiniquais pour pouvoir justement se substituer. Par exemple, quand il n'y a pas de désherbant, il faut bien qu'on substitue au désherbant la main-d'œuvre. Mais dans un pays où il y a tant de chômeurs, je ne crois pas que ça soit une mauvaise chose. Non. Bon, maintenant, on ne dit pas non plus qu'économiquement, il faut que ça tienne la route. Et c'est pour ça que nous étudions, nous travaillons à trouver les solutions économiques de manière à remplacer, bien sûr, les produits chimiques, trop utilisés dans notre agriculture à notre goût, et puis en même temps, auxquels on peut substituer de la main-d'œuvre. Alors, c'est un beau projet. Pourquoi ça n'obtient pas l'adhésion des 30 petites communes, 33 communes en Martinique? Il faut bien comprendre Pourquoi? ça. Qu'est-ce qui a fait que nous ne pouvons pas comprendre ça? Quand vous avez des élus qui sont capables de venir sur un plateau raconter tout et n'importe quoi, disant, etc., c'est qu'effectivement, il y a des lobbies. Il y a des gens qui défendent des intérêts. D'accord. Et je l'accepte. Il y a des gens qui ont une vision du monde qui n'est pas la mienne. Il y a des gens qui peuvent vous dire, y compris parmi les élus, c'est pas un bloc monolithique. Hein. Je suis un démocrate. Donc je conçois que des gens aient des idées différentes des miennes. Sauf que je respecte tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on est dans un système qui est à bout de souffle, qu'il faut changer, qui a des conséquences non seulement économiques, sociales, mais qui a des conséquences sanitaires et écologiques. Donc il faut sortir de ce système-là, dans lequel on est complètement enfermé. Et c'est pour ça que, je peux comprendre que tous les maires ne fassent pas comme moi, ça je l'accorde. Mais après, c'est l'opinion publique martiniquaise qui doit se mobiliser pour obtenir des choses. Avec le docteur Nossin, vous avez déjà fait un beau travail aussi sur les plantes médicinales, c'est bien ça? Enfin, on a commencé à faire un travail parce que la pétrochimie est à bout de souffle aussi. Mais bien sûr, mais Emmanuel Nossin qui est quelqu'un de très intéressant, c'est d'ailleurs le référent de Tramila Martinique. Oui. On a mené quelques actions au prêcheur, mais je pense qu'il rayonne au-delà de la Martinique. Au-delà du prêcheur et peut-être de la Martinique. Et je crois que bien sûr, c'est une ressource que nous avons à notre disposition pour pouvoir impulser la dynamique que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Arnaud, tu voulais poser une question. Monsieur Nossin d'ailleurs fait partie de ma formation. J'étais référent d'un projet plantothèque dans les collèges, donc oui, généraliser ce genre de choses. J'avais une question, c'était par rapport au projet alimentaire territorial, ce qui est quand même essentiel, me semble-t-il. Pour moi, l'alimentation, ça regroupe tout.
Donc avoir un projet territorial d'alimentation, c'est avoir un projet pour tous les domaines, je pense. Et par rapport à la restauration scolaire, est-ce qu'il peut y avoir des débouchés dans la restauration scolaire? Parce que j'entends beaucoup d'élèves qui se plaignent des produits exotiques. Donc à manger chaque lettre. Attends, redis-moi ça, Arnaud. Des produits exotiques, qu'est-ce que tu appelles un produit exotique? Et je emploie le mot tel qu'il existe, c'est-à-dire exo, ailleurs, Exotique, hors, bien sûr. D'accord. donc qui vient d'ailleurs. Qui vient D'accord. Parce d'ailleurs, que d'étranger. d'ailleurs, tu fais bien de relever ça, c'est ce que je fais la remarque à mes élèves chaque année, parce que quand on parle d'aliénation, c'est ça, c'est de se voir à partir des yeux de l'autre. Quand on qualifie un produit qui vient de chez nous d'exotique, Ah bon, oui. c'est une aliénation. Ah ben Quand voilà. on voit sur certains produits industriels qui viennent de Martinique, boissons exotiques, je dis tiens, c'est de la pomme. C'est quoi? La Oui. poire. De la poire. La poire. Quelque chose d'exotique. Oui, hein. oui. Donc, je m'attends à... Non, c'est ça. Donc, ça fait partie justement de l'éducation à l'alimentation, savoir qui nous sommes, en fait, Et tout puis simplement. dès la crèche. Non, mais c'est intéressant la question parce qu'en fait, effectivement, le projet vise à changer un petit peu les choses. Aujourd'hui, par rapport au système que nous avons trouvé au prêcheur, nous avons une cuisine satellite et nous dépendons d'un fournisseur, moi, je ne vais pas le nommer pour ne pas faire de la pub, parce que ça ne fait pas partie de tes Ça fait sponsors. pas partie de mes sponsors. Donc, mais l'idée serait justement qu'on produise, à partir, par exemple, de notre maison de retraite, des produits sur la base, effectivement, d'autant qu'il y a un certain nombre de programmes européens, je pense notamment à Egalim, etc., qui le permettraient a priori. Donc, à partir de notre maison de retraite, on pourrait produire des repas utilisant des produits locaux, de préférence des produits sains, voilà, et qui pourraient fournir Avec la maison une de retraite et traçabilité. l'école, oui, avec tout ce qu'il y a comme... bien sûr, je crois que là, on fait confiance aux professionnels. D'accord. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là et ça fait partie de notre programme d'action. Tout à l'heure, je parlais de diagnostic. Donc, on fait un diagnostic, on élabore avec les acteurs un programme d'action qu'on met en œuvre et qu'on évalue. On est un petit peu dans cette démarche-là. Mais ce qu'il faut dire également, aujourd'hui, le prêcheur est la seule commune à avoir un projet alimentaire territorial. Ducos a emboîté le pas parce qu'ils ont lancé un marché, parce qu'il faut bien sûr qu'il y ait un bureau d'études pour accompagner. Je crois que le François se positionne également. Mais il faut dire que l'intérêt d'un projet alimentaire territorial, c'est qu'il peut se décliner à plusieurs niveaux de territoire. C'est-à-dire qu'il peut se décliner à l'échelle communale, comme il peut se décliner au niveau de la Martinique. Et c'est vrai que je salue notamment Madame Nadine Renard, qui porte au niveau de la CTM un projet alimentaire territorial. Bon, il y a des difficultés, ça a du mal à aboutir. Mais j'espère que ça aboutira un jour, d'autant que la CTM détient des leviers considérables. La CTM, il ne faut pas l'oublier, gère toute la restauration collective du second degré au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire collège, lycée. Et on pourrait envisager que la CTM aide dans ce sens aussi les communes. Ça veut dire que c'est un levier. Si on commence à dire, par exemple, que 60% des repas qu'on produit le sont à partir de produits sains émanant de notre production agricole locale, vous voyez le coup de fouet que ça pourrait donner à notre agriculture et puis les conséquences bénéfiques au niveau de la santé de nos enfants, etc. Donc, et puis sans compter... Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut produire pour ces 60%? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'aujourd'hui la production... Mais moi je crois beaucoup dans... C'est-à-dire qu'il faut voir les choses de façon progressive. D'accord. Et c'est ça, quand on parle de transition, c'est ça. Quand on parle de transition écologique, de transition énergétique, ça veut dire qu'on est, et je dis souvent, mais c'est une boutade, je rigole, j'ai fait, comme dans ma jeunesse, j'étais un militant politique, je partenais en courant où on défendait l'idée de programme de transition. Mais c'était un programme de type keynésien, c'est-à-dire qu'on disait, il manquait crèche, on nous fait crèche, il manquait l'hôpital, on nous construit l'hôpital, et ça avait un effet bénéfique sur le secteur du bâtiment, par exemple. Bien sûr. Bon, maintenant, cette idée de transition, elle s'applique à l'écologie, elle s'applique à l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on est dans une situation, si on passe d'une agriculture, mais trop rapidement d'une agriculture à l'autre, bon, bien sûr, ça aura un coût social, ça va générer peut-être... C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de mettre en place des démarches, que ces démarches soient partagées. Alors, il y a des gens qui vont vous faire croire que, justement, le maire du prêcheur a pris un petit arrêté dans son coin, il se fiche des autres, c'est pas du tout vrai. Je veux dire que notre démarche, qui est l'arrêté, ça n'est que, je veux dire, l'élément un peu émergé de l'iceberg, puisque au fond, il y a un travail qui se fait, parce qu'on a un projet alimentaire territorial, nous formons nos agriculteurs, nous prévoyons des structures pour les accompagner. Bref, on est dans une démarche vraiment partagée, sérieuse et progressive. Et ce que je disais, alors, il faut revenir aussi à l'arrêté qui a été pris. L'arrêté ne concerne pas l'ensemble du territoire préchotal. Il concerne 2 sites, et pourquoi? Parce que sur le premier site, celui de Caze-Roland, vous avez l'EHPAD, donc la maison de retraite. Alors, on y a grand monde qui l'a, et pourquoi pas les pesticides, la maison de retraite. C'est quand même... Deuxièmement, il y a un jardin partagé porté par de jeunes Martiniquais
qui, dans un premier temps, une association qui était une antenne d'une association, on va dire, d'une start-up éthique française, qui était Colvert, et ils ont créé Baïtouré, et ils ont créé C'est à nous, non, ils ont créé Tanou, c'est pas loin de, c'est pas loin de C'est à nous, où ils développaient une expérience d'agroécologie, de permaculture, à travers une ferme agroécologique. Donc, il dit tout ça là, et puis nous, allons laisser nous mettre des pesticides. Donc, il y a empoisonné cette gamme noire, sans compter qu'il y a une cité HLM pas très loin. Ça, c'est le premier site. Le deuxième site, c'est parce que les champs concernés étaient très proches des lieux d'habitation. Donc, on a dit, mais non, on peut pas, et puis bon, alors, on a pris pour 2 zones. Mais notre objectif, c'est que, puisqu'on va revenir à la charge, notamment à travers un référendum d'initiative locale, on va prendre un deuxième arrêté, mais qui, cette fois, va reprendre l'interdiction sur les 2 zones dont j'ai parlé, mais qui, pour l'ensemble du territoire préchotin, va mettre en branle une stratégie, notamment de formation, d'accompagnement de nos agriculteurs, pour que nous fassions, d'ici, on va dire, 56 ans, par exemple, eh bien, un territoire zéro pesticide. C'est notre objectif. Mais on n'y va pas brutalement, contrairement à ce qui était dit. On veut y aller progressivement. C'est ce qu'on appelle une sorte de transition agricole, si j'ose dire. D'accord. Oui, vas-y. C'est la dernière question. Hein? Ouais. Oh. Pour moi, la transition peut amener au progrès. Tu parlais, des produits qui avaient été abandonnés, notamment l'épandage. Ça a poussé notamment l'utilisation des phéromones. Ça pousse à l'innovation. On a quand même innové en Martinique. Je crois que c'était un martiniquais, il me semble bien d'ailleurs. Des phéromones qui étaient utilisés contre le charançon. Oui, on a des résultats qui sont très positifs. C'est des petites boîtes où les phéromones attirent le mâle et il est pris captif. Oui, c'est des méthodes naturelles. C'est dans l'adversité aussi qu'on développe une intelligence. Il faut déjà dire que si on ne fait pas l'effort d'innover pour s'adapter à une condition, bien sûr, si on laisse les gens aller dans le sens de la facilité. Alors je voudrais revenir sur ce pouvoir de police spéciale quand même et dire que c'est bien ce pouvoir de police spéciale qui a fait qu'on est englué aujourd'hui dans la situation du chlordécone. C'est bien l'État qui a décidé d'accorder des dérogations au lobby qui a fait qu'on a continué à empoisonner nos terres, empoisonner les femmes et les hommes, alors que c'est un produit qui était par ailleurs interdit. Donc je crois qu'il faut bien comprendre ça. Je suis sûr que si c'était des maires, que si on commencé à dire, je vais empoisonner, je vais pas arrêter ça, enlève, je vais peut-être comprendre. Mais au niveau, ça se passe avec la puissance des lobbies, mais c'est plus compliqué. Alors, le mot de la fin, qu'est-ce que tu dis aux téléspectateurs qui nous regardent? Qu'est-ce qu'il faut mettre en branle? Ça va nous faire? Non, je dis qu'il faut continuer. Et je remercie vraiment ce que je vais faire à la fin, c'est remercier les nombreuses Martiniquaises et les nombreux Martiniquais qui nous soutiennent dans notre démarche, remercier l'ensemble des partis politiques, il y a plusieurs partis politiques qui nous ont soutenus, il y a plusieurs associations, plusieurs collectifs, je parle de Lionnage pour dépolluer Martinique, je parle du collectif des ouvriers agricoles victimes des pesticides, je parle aussi du collectif Zéro Pesticide, Zéro Poison. Et d'ailleurs, je voudrais dire, parce qu'il y a le projet de question... Zéro poisson, zéro chlordécone. Zéro chlordécone. J'appelle toutes les Martiniquaises et Martiniquais à être nombreux devant le palais de justice pour soutenir Kezia. Lundi matin. Et lundi 9, mais avant le samedi 7, je les appelle aussi à être sur la savane à 15h pour répondre à l'appel du Lionnage pour dépolluer Martinique. Et tous ceux et toutes celles qui peuvent de se connecter parce qu'il y aura une sorte de réunion en visioconférence du collectif des ouvriers agricoles victimes justement des pesticides et du chlordécone essentiellement. Donc samedi 7, ce sera une grosse journée de mobilisation, que nous soyons mobilisés pour être encore plus mobilisés le 9 autour de la cause de Kezia. Très bien, merci beaucoup.